Vous êtes bien en direct sur l'antenne de Public Sénat. Voici les titres de l'actualité de ce vendredi 2 mars 2012. Bonsoir à tous. La fin de l'enfer pour Édith Bouvier et William Daniels. Les deux journalistes français ont rejoint la France il y a quelques minutes. Ils avaient pu être exfiltrés hier de la ville d'Homs en Syrie avant de rejoindre dans des conditions extrêmement difficiles le Liban où ils ont été pris en charge. La guerre des mots et le choc des invectives, la campagne présidentielle se tend encore un peu plus après les incidents qui ont émaillé la visite de Nicolas Sarkozy hier à Bayonne. François Bayrou, en visite en banlieue, dénonce, je cite, une guerre des coqs. Et puis un anniversaire, celui de la décentralisation. Il y a 30 ans était votée la première loi réorganisant en profondeur l'organisation administrative du pays. Nous y reviendrons largement avec nos invités, dont l'ancien ministre Pierre Joxe, qui a vécu cette époque, et l'historien Jean-Noël Jeanneney. C'est donc la fin d'un véritable cauchemar vécu des jours durant dans la ville martyre de Homs en Syrie. Les journalistes français Édith Bouvier et William Daniels ont quitté en début d'après-midi le Liban. Ils sont arrivés il y a moins d'une heure à l'aéroport de Villacoublay, en région parisienne, accueillis par Nicolas Sarkozy. Édith Bouvier, grièvement blessée à la jambe lors des bombardements de l'armée syrienne, est en bonne santé, a indiqué ce soir Alain Juppé. Cécile Sixou. Édith Bouvier et William Daniels, enfin de retour en France. Nicolas Sarkozy était venu les accueillir. Je voudrais rendre hommage au courage d'Édith Bouvier et à l'esprit quasiment chevaleresque de son compagnon d'infortune, William Daniels. Ce soir, c'est donc le soulagement, mais peu de détails ont filtré sur la façon dont les journalistes français ont finalement pu quitter la Syrie. Selon Le Figaro, en tout cas, les conditions ont été extrêmes. Après un bref passage dans cet hôpital de Beyrouth, Édith Bouvier et William Daniels obtiennent le feu vert des médecins pour rentrer en France. Sous bonne escorte, ils quittent le Liban. Mais l'évacuation des journalistes français a été complexe. La blessure à la jambe d'Édith Bouvier et l'enfer des bombardements coincent les deux journalistes à Homs. La première tentative pour les exfiltrer échoue. Elle laisse place au silence et aux rumeurs sur leur sort. Finalement, hier soir, c'est le chef de l'État qui porte la bonne parole. Des journalistes sains et saufs en France, mais ce soir, la répression continue en Syrie. 12 personnes sont mortes à Rastan sous des tirs de roquettes. Ils manifestaient contre le régime. Et puis l'on apprenait ce soir l'ouverture d'une enquête préliminaire sur le meurtre du photographe français Rémi Hochlik. L'un des principaux objectifs de cette enquête est de permettre d'identifier formellement le corps du reporter qui devrait être remis à l'ambassade de Pologne qui représente la Croix-Rouge sur place en Syrie. Politique française toujours l'onde de choc après les incidents qui ont émaillé la visite de Nicolas Sarkozy à Bayonne. Jean-François Copé réclame des excuses, dénonçant une opération totalement préméditée où, selon lui, des élus socialistes étaient présents. Côté socialiste, justement, on pointe du doigt la volonté de l'UMP de transformer cette campagne, je cite là encore, en massacre à la tronçonneuse. François Hollande dénonce la culture de l'outrance de la campagne de son principal adversaire. Après Bayonne, Bruxelles, où le chef de l'État a pu retrouver une certaine sérénité à l'occasion d'un sommet européen salué comme le premier sommet depuis 2011 qui ne soit pas un sommet de crise. Un nouveau pacte de discipline budgétaire y a été signé par les 25 pays européens. La réunion de Bruxelles a aussi été l'occasion pour Nicolas Sarkozy de balayer l'hypothèse d'éventuelles fonctions européennes en cas d'échec à la présidentielle. Écoutez. Non, en aucun cas, d'aucune façon, ni maintenant, ni plus tard. Autrement dit, la seule façon que vous ayez de continuer à m'entendre et à travailler avec moi, c'est de me réélire. Voilà. Alors, François Bayrou qui refuse, lui, le combat des coqs, comme il nous dit, une allusion bien sûr au duel Sarkozy-Hollande, était aujourd'hui en banlieue, une destination guère prisée par les candidats. Ce n'est pourtant pas le cas du chef du MoDem. Mercredi, il avait pris le métro pour se rendre à Villeneuve-la-Garenne et à Gennevilliers. Il était aujourd'hui au Val-Fouré, un quartier de Mantes-la-Jolie. Reportage, il est signé Mounir Soussi et Sandra Serquera. Il dit préférer les déplacements au meeting. Prendre le train pour se rendre à Mantes-la-Jolie, rien de tel pour aller à la rencontre des gens. Merci. Il a beau avoir la cote auprès des Français, François Bayrou stagne dans les sondages, victime du vote utile. Il veut pourtant encore y croire.
Pour lui, la campagne n'a pas commencé. Les voix, pour l'instant, elles ne sont pas encore affectées. Il n'y a pas, pour l'instant, encore dans cette élection, il y aura. Et on fera tout pour qu'il y ait. Il n'y a pas encore de vote d'adhésion. La plupart des votes sont, on vote contre quelqu'un. Et c'est pas comme ça que se fait une élection présidentielle. La visite du marché du Val-Fouré, ce n'est pas une première pour le candidat du MoDem. Déjà en 2007, il est venu y faire campagne. Venez faire une photo. Voilà. Certains s'en souviennent et apprécient, d'autres un peu moins. Ça se passe toujours comme ça, il faut dire ce qu'il est. Ils sont pas là tout le temps, ils sont là que pendant leur campagne, ils font leur pub, après ils y vont. Après nous, pendant les 5 ans, on les voit pas. On les voit plus, hein. On les voit plus. Nous a fait la même. On les voit plus. Là, voilà, il est là, mais après, on les voit plus. Juste pour gagner un peu. Après avoir déjeuné sur place, il repart déambuler sur le marché en faisant une promesse. S'il est élu, il créera un ministère de l'égalité pour que la vie des jeunes qui vivent ici commence enfin à changer. Autre terrain de jeu des candidats à la présidentielle, le salon de l'agriculture, bien sûr. Aujourd'hui, c'était au tour de Dominique de Villepin d'arpenter les allées de la porte de Versailles. L'ancien Premier ministre n'a pas croisé une autre visiteuse, Marine Le Pen, elle aussi au salon. La candidate du Front National est revenue à la charge sur le dossier de la viande halal et a développé ses positions sur l'avenir de la politique agricole commune. Marine Le Pen au micro de Nathalie Guillouard. Je suis pour la nationalisation de la PAC. C'est-à-dire pour que, plutôt que l'argent passe par Bruxelles pour être redistribué par des technocrates, eh bien qu'elle soit directement distribuée par le gouvernement français pour aider notre agriculture. S'il y a un mot qu'on entend moins cette année au Salon de l'Agriculture, c'est bien celui d'environnement. L'environnement, ça commence à bien faire, avait lancé il y a 2 ans Nicolas Sarkozy aux agriculteurs. Et pourtant, les mentalités au-delà des textes et des règlements semblent bien, sur cette question, évoluer dans le monde rural. Bérangère Dinglas l'a constaté. Si le discours politique semble avoir subi un revirement, dans les faits, ce n'est pas si simple. Les contraintes environnementales du Grenelle et de la PAC sont là et l'agriculture française devient de plus en plus propre. Les agriculteurs ne vont pas dire non, on n'en veut pas de l'environnement. Ils sont obligés, par rapport à la société, de s'impliquer, d'aller de l'avant, mais ils se sentent un petit peu soumis à des règles, à un amoncellement de règles, que ce soit au niveau français, au niveau européen, qui font qu'aujourd'hui il est dur pour eux de concilier leur impératif économique, de production et de tenir leur ferme, leur exploitation, et ces normes environnementales. Dans la famille Plou, on est viticulteur de père en fils depuis 1506. Installé près d'Amboise, Benoît produit du vin de Loire sur près de 80 hectares. Il réclame juste un peu de temps pour se mettre aux normes. On est tous conscients et on fait beaucoup de choses. On a changé nos carburants. Ce qu'on nous impose, on évolue assez vite. Puis on essaye d'être propre. Mais c'est long et très coûteux. Et c'est en période de crise, c'est très dur. Les agriculteurs ont eu ces dernières années une vraie prise de conscience. Ils reconnaissent tous que l'objectif du Grenelle, de diminuer les pesticides de 50% en 10 ans, a permis de mettre fin à certains abus. Ils ne veulent donc pas opposer agriculture et écologie. Il faut essayer de faire l'un avec l'autre, mais sans non plus trop en abuser, parce que si on en abuse trop, les agriculteurs, les éleveurs en aura la casquette, et puis au bout d'un moment, ils abandonnent parce que c'est trop de contraintes administratives, de contraintes, on en demande toujours plus, et au bout d'un moment, c'est trop pesant. Le Grenelle de l'environnement a permis de donner une véritable impulsion environnementale. Les surfaces en bio ont doublé en 10 ans. Mais les nouvelles normes coûtent cher et certains agriculteurs renoncent. Un quart des exploitations ont disparu ces 10 dernières années. Il y a 30 ans, jour pour jour, le 2 mars 1982, était voté ce qui est désormais convenu d'appeler l'acte 1 de la décentralisation. La loi de Gaston Defferre, alors ministre de l'Intérieur, a marqué le paysage territorial français, comme le début d'ailleurs du premier septennat de François Mitterrand. Depuis, la longue marche de la décentralisation ne s'est guère arrêtée. Alors avant de retrouver nos invités sur notre plateau, retour sur cette révolution territoriale. Un sujet signé Elisa Bertholomé. Prémisse de la révolution territoriale, le rapport d'Olivier Guichard en 1976 préconise de rationaliser le paysage institutionnel local. Un premier pas qui trouvera sa concrétisation en 1982 avec les premières lois de décentralisation. Les lois Defferre, du nom du ministre de l'Intérieur, sont promulguées le 2 mars. Principale mesure, la fin de la tutelle du préfet et l'attribution du pouvoir exécutif aux départements et régions.
Mais surtout, plusieurs compétences considérées comme mal gérées par l'État sont transférées aux collectivités locales. La construction des collèges et l'entretien des routes sont confiés aux départements. Les lycées sont de la compétence des régions. La décentralisation se poursuit tout au long des années 80 et 90. Deuxième étape en 1985 avec l'émancipation des régions qui deviennent des entités à part entière. Puis les lois Joxe et Chevènement de 92 et 99 permettent la création d'un nouvel échelon, l'intercommunalité. Troisième phase, la révision constitutionnelle et les lois organiques de 2003, dites loi Raffarin. Les collectivités locales voient leurs compétences augmenter, mais pas leur pouvoir. Enfin, dernière étape, la réforme des collectivités territoriales et la fusion des conseils généraux et régionaux. Votée en décembre 2010, cette loi, soutenue par Nicolas Sarkozy, pourrait être mise en œuvre à partir de 2014. Voilà la décentralisation en marche. Donc, je vous rappelle qu'à partir de 14h45, demain, vous pourrez suivre en direct le discours de François Hollande, précisément sur ce dossier, sur l'avenir de cette décentralisation. Nos invités nous ont rejoints sur le plateau. Pierre Joxe, merci beaucoup d'être ici ce soir. Vous avez occupé, bien sûr, de nombreuses fonctions ministérielles et vous avez été ministre de l'Intérieur et de la décentralisation entre 1984 et 1986. On parlera d'intercommunalité tout à l'heure. À vos côtés, Jean-Noël Jeanneney, vous êtes historien et vous venez de sortir chez Flammarion dans la collection Café Voltaire ce livre L'État blessé qui traite entre autres du quinquennat de Nicolas Sarkozy. Pierre Joxe, je le disais, en 1982, vous étiez le patron du groupe socialiste, le président du groupe socialiste élu par les députés à l'Assemblée nationale. Donc vous avez connu cette époque de débat et de discussion autour des lois de fer. Est-ce qu'à cette époque-là, vous aviez vraiment le sentiment intime de remodeler les territoires français en profondeur? Ah, bien sûr. D'autant plus que j'étais président du Conseil régional de Bourgogne. Donc j'ai été président du Conseil régional avant la décentralisation, pendant et après. Ouais. Ça a été un changement extraordinaire. Aujourd'hui, tout le monde est habitué à penser que le président du Conseil général s'occupe vraiment le patron d'une grande entreprise technique, financière, à ce que c'est qu'un département. Les présidents de conseils régionaux sont des patrons, ils sont élus, mais une fois qu'ils sont élus, ils sont les chefs de l'administration régionale qui s'occupent des chemins de fer, de la formation professionnelle. Alors qu'auparavant, on pouvait être élu, on pouvait siéger au conseil régional ou au conseil général et avoir le droit 3 ou 4 jours par an d'écouter le préfet annoncer ce qu'il allait faire en notre nom. C'est une transformation tellement curieuse que les amis étrangers, des Anglais, des parlementaires anglais ou allemands, quand ils visitaient la France, quand on leur expliquait le système, ils aimaient « c'est un système colonial que vous avez encore ». Ils ne comprenaient même pas que ce soit possible. Et ces préfets, c'était des gouverneurs. Alors un mot, Pierre Joxe, sur Gaston Defferre, le père de la décentralisation, maire de Marseille à l'époque, et qui pestait souvent, comme maire de Marseille justement, vis-à-vis des pouvoirs centraux, des pouvoirs parisiens. Est-ce que c'est son expérience d'élu local qui l'a mené à faire cette loi, ou plus généralement une vision d'un État plus moderne? Gaston Defferre, il avait conquis la mairie de Marseille à la Libération, les armes à la main. Après, il a été élu démocratiquement. Tout à l'heure, je vous ai pris, comme vous avez dit, le patron des députés socialistes. Non, le président du groupe socialiste, il est élu, il n'est pas le patron, on est le président. Et Defferre était un élu, un démocrate, et il a bataillé pendant des années pour que les maires puissent obtenir le droit dans leur ville d'agir en fonction de leurs responsabilités et du mandat des élus. Donc quand Mitterrand l'a nommé, enfin on savait à l'avance qu'il serait ministre de l'Intérieur, Defferre n'avait qu'une ambition, ce n'était pas du tout d'être Premier ministre, c'était d'être ministre de l'Intérieur et d'être celui qui ferait voter les lois de décentralisation. Et il l'a fait avec beaucoup de difficultés, parce qu'il y a toute une série de gens aujourd'hui qui, enfin certains ne sont plus là d'ailleurs, des députés de la droite de l'époque, qui s'opposaient à Defferre, à nous d'ailleurs, contre la décentralisation sous prétexte qu'on démolissait l'État, qu'on détruisait l'État. Jean-Noël Jeanneney vient de faire un livre, un très bon petit livre, là, comme vous avez parlé, L'État blessé. Mais l'État, il est blessé aujourd'hui de l'intérieur. À l'époque, quand on faisait des lois de décentralisation, on ne démolissait pas l'État, on reconstruisait un État démocratique. Parce que, à travers l'Europe, la France était, il y a 30 ans, le seul pays dans lequel le pouvoir local était à peu près nul. Aujourd'hui, il y a des progrès à faire, des améliorations, mais la décentralisation, 30 ans, c'est une génération. En effet, il y a
d'autres étapes concevables. Alors Jean-Noël Jeannet, cette décentralisation, est-ce une vraie révolution? Parce que jusqu'à preuve du contraire, la gauche, traditionnellement, idéologiquement, elle était centralisatrice, elle était jacobine, le pouvoir était à Paris. Comment s'est opérée cette mutation dans les esprits de gauche pour aboutir à ces lois de fer que Pierre Joxe explique à l'instant? D'abord, hommage à Gaston Defferre. Il y a une très bonne biographie de Gérard Inger qui montre bien qu'il y a une continuité dans l'action de cet homme, puisqu'il a été aussi l'auteur en 1956 des lois qui ont préparé la décolonisation de l'Afrique noire. Unité. Mais j'en viens à votre question. Oui, il est vrai qu'il y a eu de siècle en siècle un effort puissant de centralisation. On appelait ça le jacobinisme, et ça n'a pas été sans vertu. La monarchie. Et ça n'a pas été sans vertu. Ça a permis de créer l'unité civique, ça a permis d'organiser très largement, sur la longue durée, les principes d'une certaine universalité contre ce que Mirabeau avait appelé un agrégat de peuples désunis. C'est vrai. Mais n'exagérez pas néanmoins la centralisation de cette époque-là. Pierre Josse, comme moi, est très attaché à Clémenceau. C'est Clémenceau qui, dans son dernier discours, sa dernière intervention, en 1919, à Strasbourg, dans un grand discours, a demandé qu'on rende aux provinces, on disait provinces à l'époque, leur autonomie et leur réalité. Après tout, c'est le général de Gaulle aussi qui, en 1968, a marqué que le long effort de décentralisation devait trouver sa fin. C'est important de le rappeler. Néanmoins, il est vrai que les lois de fer ont été une étape décisive. D'autant plus qu'il y a eu échec du référendum de 1969 sur la décentralisation, mais comme c'est mon père qui avait eu à le préparer, je me hâte de n'en pas parler longtemps. Est-ce à dire, Jean-Noël Jeannet, que l'idée même de décentralisation de l'État français est une idée qui n'appartient ni à la droite ni à la gauche aujourd'hui? Bien entendu, elle avait été soutenue d'ailleurs par l'extrême droite, par l'Action française, qui voulait une régionalisation. Et les socialistes, dès 1900, avec Paul Boncourt et avec d'autres, avaient réfléchi à cela. Non, c'est vrai. Mais néanmoins, il est évident que la loi de fer marque une étape décisive, car on va beaucoup plus loin. Pour des raisons que Pierre Joxe vient d'évoquer. J'ai été moi-même conseiller régional en Franche-Comté. Vous l'avez vécu en 1992 et 1998, et j'ai vu de fait le changement complet des relations avec le préfet, qui continue d'assumer un rôle très important à la présentation de l'État national. Mais cet équilibre transformé m'avait beaucoup frappé. Pierre Joxe, est-ce qu'il est nécessaire aujourd'hui de poursuivre cette décentralisation, et si oui, vers quel cap, vers quelle direction? Il n'y a pas que poursuivre, il y a à restaurer un certain nombre de choses, parce que la droite a profondément transformé les relations juridiques et surtout financières entre l'État et les collectivités locales. Et je pense qu'une des raisons pour lesquelles le Sénat, qui nous abrite ce soir, a changé de majorité, ce qui paraissait impossible il y a 10 ans, il y a 20 ans, si des gens comme Jean-Pierre Bel, devenu président du Sénat, ou d'autres au Sénat, ont accompagné ce mouvement très important qui fait que le Grand Conseil des communes de France, le Sénat, est passé à gauche, comme on dit, c'est parce que la droite a maltraité la décentralisation, a retiré la réalité du pouvoir d'un certain nombre de collectivités locales pour des raisons financières. Elles ont des droits, mais elles n'ont plus les moyens de le faire. Et puis il y a cette réforme territoriale qui s'annonce, voulue par Nicolas Sarkozy. Cette réforme territoriale, je ne sais pas si elle sera appliquée ou pas. Elle a été votée au forceps, elle est un peu compliquée à comprendre. Je crois qu'ici, il faut être un peu expert pour comprendre ce que ça peut avoir comme avantage et comme inconvénient de fusionner les conseillers généraux et conseillers régionaux. La seule chose qui est sûre, c'est qu'une décentralisation qui ne donne pas aux collectivités locales les moyens d'exercer leurs compétences, qui ne donne pas aux élus de telle commune, département ou région, le moyen de prendre des options et après de les appliquer, de les financer, qui rétablit une tutelle financière de l'État alors que nous avons supprimé les tutelles juridiques, est une marche en arrière. Je pense que j'ai l'impression au jour d'aujourd'hui que les Français hésitent encore, mais je pense que ce qui s'est passé au Sénat il y a quelques semaines va se passer à travers la France dans quelques semaines. Ça, on verra. On verra, oui, on verra. Mais on voit déjà un certain nombre de choses, à savoir que il y a un rejet d'une certaine forme de politique très phraseuse, très agitée, et qui, finalement, dans le domaine de des collectivités locales, a nié la décentralisation. Je pense que ça sera
un des éléments du virage à gauche de la France. La France avait apprécié la décentralisation. Les gens savent ce que c'est que leur maire. Ils élisent leur maire. Ils sont contents que leur maire puisse réaliser un certain nombre de choses dans la commune. Ça reste quand même extrêmement confus. Les gens ne font pas forcément la différence entre les départements, les compétences de la région, pour ne pas parler de l'intercommunalité dont vous êtes on peut à parler de l'origine. l'intercommunalité puisque je m'en suis beaucoup occupé. Oui. La carte de la France est en effet assez insolite puisqu'il y a plus de 30 000 communes en France. Le problème, c'est d'arriver à organiser la bonne administration de ces collectivités locales sans détruire un tissu social, un tissu local qui s'appelle la commune et qui remonte à l'histoire des paroisses en quelque sorte. Ouais. C'est très compliqué, on a commencé, on va continuer, je pense qu'on y arrivera. La prochaine législature sera sans doute celle de l'intercommunalité. Jean-Noël Jeanneney, plus de décentralisation, c'est aujourd'hui plus de démocratie de proximité? Oui, je pense. Je crois qu'il faut conserver les communes, effectivement, comme une réalité qui a contribué, vous savez, à empêcher que, contrairement à d'autres pays, sous la Troisième République, la France se laisse attirer par je ne sais quelle tentation totalitaire d'un côté ou de l'autre. Ça a été très, très, très important. Je crois qu'il faut réfléchir beaucoup en termes de culture, c'est-à-dire, en somme, quelle image on a de soi-même. Et je crois que les régions, de ce point de vue-là, ont acquis plus de fierté depuis le début des années 80. Mais une des conditions pour que l'on aille davantage en avant, je crois que c'est la lisibilité des choix. J'ai été frappé quand j'étais conseiller régional par le fait qu'on ne voyait pas toujours qui était responsable de quoi. Quels sont les impôts, ils servent à quoi, etc. Par exemple, les contrats de plan, je dois le dire, région-État m'ont toujours laissé un peu incertain. Donc pour vous, il faudrait simplifier. Et rendre plus lisible, un exemple. À l'époque, on discutait d'une autoroute. Est-ce qu'il fallait faire une voie à 4 voies ou une autoroute? Et on ne s'interrogeait pas tellement sur la question de savoir ce qui était le plus efficace, le plus utile pour les populations. On se demandait qui va payer. Est-ce que ce sera l'État, c'est-à-dire autoroute, ou est-ce que ce sera la région? Je pense que la fierté, par exemple, que désormais on a de voir les régions s'occuper des lycées, ça a été très bénéfique aux lycées, très bénéfique. Et les universités. Les universités doivent contribuer à une fierté régionale. Il faut organiser tout ça, s'interroger sur la lisibilité, s'interroger sur l'efficacité et s'interroger en somme sur la fierté que peuvent avoir des Franc-Comtois, des Bretons, des Bourguignons d'appartenir à une entité. Ce qui désormais évidemment ne met plus du tout en cause l'idée nationale et les vertus de l'État-nation qui perdurent, mais qui doivent être parfois rabattues sur un certain nombre de choses essentielles. Merci beaucoup, messieurs, d'avoir été avec nous pour parler de ce beau dossier de la décentralisation qui sera abordé, je vous le rappelle, demain à Dijon par François Hollande, le candidat socialiste à la présidentielle. Je vous ai déjà présenté le livre de Jean-Noël Jeanneney chez Flammarion, L'État blessé. On ne s'en lasse pas et je vous recommande en tout cas ce livre d'Éric Julie. Il y a 30 ans, l'acte 1 de la décentralisation. C'est véritablement une immersion dans les discussions, dans les cabinets. Éric Julie était membre du cabinet de Gaston Defferre. Il a connu heure par heure, jour par jour, l'état d'avancement des travaux de cet acte 1 de la décentralisation, voté donc il y a 30 ans par l'Assemblée nationale et les parlementaires de l'époque. Merci à tous. À suivre un focus très intéressant. Il est signé Flora Sauvage. Il est consacré à un phénomène tout à fait nouveau et qui intéresse les parlementaires, l'hypersexualisation des jeunes filles, un dossier sur lequel se penche la sénatrice de Paris Chantal Joanneau. Un rapport d'ailleurs sur ce dossier sera rendu la semaine prochaine ici même au Sénat. Merci à tous, très bon week-end à tous, merci. Sénatrice UMP de Paris, Chantal Joanneau s'est vue confier par le gouvernement une mission de réflexion sur l'hypersexualisation des petites filles. Décembre 2010, le magazine Vogue publie des photos de mode de petites filles dans des tenues sexy et des postures lascives. Lolita, concours de minimis ou string pour enfants, le phénomène d'hypersexualisation des petites filles semble prendre de l'ampleur. Qu'en est-il réellement? Y a-t-il des dérives? Chantal Joanneau rencontre des professionnels de la petite enfance, des pédopsychiatres, mais aussi des associations de parents d'élèves
pour cerner le phénomène. Ce qui me frappe le plus, c'est que quand on creuse le sujet, on se rend compte qu'il y a une régression sur la conception de l'égalité entre les sexes et qui commence dès le plus jeune âge. Quand on était petite fille, moi même dans ma génération, on prenait les talons de sa maman, on prenait son maquillage, on se mettait des chaussettes pour essayer de ressembler à une dame. Je veux dire que ça fait partie, je pense, de l'évolution et de la construction. Où ça devient problématique, c'est quand ce sont les adultes qui proposent ça aux enfants en tenue normale et que personne ne s'offusque de ça. Si c'est dans la logique de toutes les images qu'on voit, où dès la petite fille, on lui dit tu te construis par ton apparence, et ensuite les images des téléréalités, clips et autres, tu te construis par ta disponibilité sexuelle, grosso modo t'es faite pour ça, ça devient beaucoup plus difficile pour les jeunes ados de dire non, quoi. Parce qu'on leur a martelé que c'était normal. Je crois qu'on a un rôle en tant que parent de bien faire comprendre que la séduction, c'est pas le seul trait féminin. Oui. Et la société de consommation joue un rôle important dans le phénomène d'hypersexualisation. Certains en ont même fait un business. Dans ce spa pour enfants, les petites filles sont accueillies à partir de 6 ans pour se faire une manucure, une pédicure et déguster de la barbe à papa. Elles peuvent aussi repartir avec les ongles à l'effigie de leur star préférée. On leur met et elles choisissent les dessins qu'elles veulent. Voilà, les choses comme ça. Mais ce qu'elles veulent, comme je dis, il y a des photos. Elles peuvent se prendre en photo et avoir leurs photos sur leurs ongles ou leur papa. Mais c'est pas ça qui les intéresse, c'est Justin Bieber. Ils viennent avec Avec Justin Bieber sur les mains. Et quand les mamans viennent là avec leurs petites filles, alors plutôt avant l'adolescence, elles sont les petites, elles sont dans une démarche esthétique pour être belles ou plus de se dire... On leur apprend à se maquiller, mais à se maquiller et surtout à se démaquiller. Oui. Parce qu'elles ne nous attendent pas pour se maquiller. Le crayon noir, elles l'ont déjà mis, mais elles ne le retirent jamais le soir. Mais au-delà de l'aspect ludique, la patronne de ce spa constate que la puberté chez les petites filles arrive de plus en plus tôt. J'ai une recrudescence de moments qui me disent « Oh Fatia, tu sais, bon, je connais toutes les petites que j'ai toujours vues depuis toujours. » Elle me dit « Oh, bah, Charlotte, en ce moment, à l'école, il l'embête parce qu'elle a des poils sur les bras. » Oui, il l'embête, oui. C'est ça. Oui, oui. Et alors, moi, je constate ça très tôt, qu'ils embêtent les petites filles. Mais souvent, alors moi, je leur dis en septembre, je leur dis de venir, je les épile en septembre, mais après, on n'en entend plus parler parce qu'après, elles se sont fait connaître par elles-mêmes. Parce que la première chose qu'ils regardent quand ils arrivent en 6e et tout, c'est l'apparence. Certains pédopsychiatres s'inquiètent pour ces jeunes filles qui découvrent trop tôt le culte de la beauté et la féminisation du corps. Chantal Joanneau auditionne les concepteurs du site Magic Maman qui offre une plateforme d'échange virtuelle aux parents. Moi, ce qui m'a beaucoup frappé aussi, c'est que c'est récent en réalité. Oui, c'est récent. C'est très récent. Mais je pense parce que ça commence à faire débat. Est-ce que c'est un sujet qui revient souvent sur le site? C'est un sujet qui est très concernant. Elles ont pas mal parlé notamment d'une des dernières campagnes de la marque Prada qui a pas mal défrayé la chronique. Parce que justement, c'était des ados très jeunes qui étaient présentés dans des positions assez lascives. On va aller un petit peu vers deux extrêmes de la maternité, je dirais, où on a un vrai retour vers le maternage très naturel, l'emmaillotage, des choses comme ça. Et au contraire, à l'inverse, une tendance aussi un petit peu exacerbée à je dirais, vouloir offrir à ses enfants tout ce que la société finalement a à lui offrir de plus en pointe. Nous, on fait le lien entre le développement de l'hypersexualisation globalement et le recul du féminisme, en tout cas de l'égalité entre les sexes. Les Chantal Joanneau s'inquiètent aussi des conséquences de l'hypersexualisation et de ses dérives sur le net. À l'Office central de lutte contre la criminalité sur Internet, on lutte contre la pédopornographie sur la toile. C'est ici qu'ils font aussi, qu'ils établissent la liste des sites pédopornographiques, voilà, qui sera appelée à être bloquée. Pour beaucoup, sur le premier sujet, donc les petites filles, ces petites lolitas sont une incitation à la pédophilie. Je pense qu'on vulnérabilise très clairement les mineurs. On en fait plus facilement des victimes potentielles à partir du moment où elles finissent par trouver ça normal. Donc il y a beaucoup de gens effectivement qui vont nous signaler ce qu'on appelle donc les lolitas ou les modèles, voilà, le modeling de petites filles, sans pour autant qu'on travaille dessus. Oui, vous avez beaucoup de signalements de ce type. Comme on a beaucoup de signalements d'images pornographiques. Parce que les gens ne font pas la différence entre ce qui est illégal et ce qui est immoral.
Si l'hypersexualisation des petites filles reste un phénomène marginal en France, Chantal Joanneau propose dans son rapport de créer une plateforme pour dénoncer les dérives. Elle préconise aussi de faire des études sur le sujet. S'il est difficile de légiférer sur un thème comme celui de l'hypersexualisation, Chantal Joanneau espère que son rapport servira à poser le débat dans l'espace public.